Depuis quelque temps, en France, on a l'impression qu'il y a une sorte de caste qui contrôle l'État. En fait, on a l'impression que les gouvernements se suivent, mais que globalement, la même politique est tout le temps menée, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, avec quelques différences, mais globalement, la même politique. Et je me suis beaucoup interrogé sur cette question des castes et j'ai invité Paul-Antoine Martin qui a écrit un livre, Le clan des seigneurs, aux éditions Max Milo. Et ce livre, il parle vraiment de cette vie de caste qu'il y a au sommet de l'État. Paul-Antoine Martin, bonjour. Bonjour Donc, et vous avez... merci de m'inviter. Ah ben, merci à vous de venir. Vous avez donc écrit ce livre, Le clan des seigneurs, dans lequel on parle justement de cette caste qui a fini par prendre le contrôle de l'État. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qui est cette caste? Qui sont ces hauts fonctionnaires qui ont pris finalement le contrôle de nos vies? Alors, je parle dans mon livre des hauts fonctionnaires qui font partie des trois grands corps principaux qui occupent la très grande majorité des postes, des plus hauts postes de l'administration. Donc, je parle des hauts fonctionnaires qui sont de l'ENA, euh, des hauts fonctionnaires qui sont issus du corps des mines et ceux qui sont issus du corps des ponts. C'est-à-dire les premiers de l'ENA, ce sont des administrateurs, les, les deuxièmes et troisièmes, donc ceux qui sortent du corps des mines et du corps des ponts, ce sont on va dire, des super ingénieurs. Donc, à la fois donc, des administrateurs d'élite pour les premiers et pour les suivants, des ingénieurs d'élite. Et ces gens-là sont peu nombreux, hein, ils sont quelques milliers en France, et comme je disais, ils occupent toutes les hautes places de l'administration, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce groupe d'hommes, à eux seuls, détiennent le pouvoir administratif en France. Ce qui veut dire que aujourd'hui, bon, aujourd'hui ils sont, comment dire, en trois groupes séparés, hein, le corps de l'ENA, le corps des ponts, le corps des mines, et que j'ai observé, parce que je les ai observés pendant une douzaine d'années dans ma vie professionnelle, je les ai côtoyés couramment, quasiment quotidiennement. Je ne suis pas fonctionnaire moi-même, et j'ai pu, pendant plusieurs années, noter ce que je voyais, noter ce que je vivais, noter ce que j'entendais. Et ce que j'ai assez rapidement observé, c'est ce fonctionnement de caste, au sens où ces gens se considèrent dans un groupe fermé, isolé du reste des citoyens, et un groupe dans lequel ils bénéficient de certains privilèges exorbitants, et dans lequel, à partir duquel ils ont un regard sur le monde qui est un regard, on va dire, d'exclusive, c'est-à-dire que c'est un regard très supérieur et ils considèrent que comment dire, ils ont une position et un être supérieur par rapport à tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Donc c'est ça que j'ai appelé une caste, et c'est la définition de la caste. Donc ces trois groupes d'hommes fonctionnent ensemble comme une caste. Mais on parle de combien de personnes à peu près? C'est Cette quelques caste, milliers, c'est quelques quelques milliers milliers, oui. qui sont en fait placés à des endroits stratégiques de l'État, ce qui leur permet de contrôler les choses, en fait. Alors, quand on dit ils sont placés, on pourrait presque dire ils se placent. Pourquoi? Parce que le fonctionnement en corps d'État a ceci de très particulier pour ces trois hauts corps, c'est que à l'intérieur, il y a, on va dire, une certaine hiérarchie à l'intérieur. Chaque niveau est, comment dire, fait allégeance au niveau supérieur. Et puis tout en haut, vous avez un personnage qui est le patron du corps, qui est un homme ou une femme qui a un réseau très très puissant et qui a en charge de placer ces gens-là, vous voyez, à des postes toujours
le but, c'est de les placer à des postes toujours plus puissants, de sorte à ce que l'ensemble du groupe devienne collectivement plus puissant. C'est-à-dire qu'il y a un jeu Ça fait un peu, d'articulation. pardon, ça fait un peu mafia quand vous nous racontez. On a presque l'impression de voir Don Corleone, le parrain en haut, qui va placer ses petits pions pour avoir plus de pouvoir. C'est Ben, pas terrifiant, mais c'est ça, c'est la bonne image ça, ou... ça peut ressembler à ça. Bon, sauf qu'il n'y a pas ce n'est pas une entreprise criminelle. Mais il y a ce mode de fonctionnement-là, effectivement, qui est occulte, hein, parce que personne ou quasiment personne dans la population connaît le fonctionnement des corps et connaît le fonctionnement de cette haute administration qui est tout à fait particulier. Et l'objectif de chacun de ces corps, c'est d'être encore plus puissant dans l'administration. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que pour ne pas non plus s'épuiser en guerre concurrentielle, on va dire, ces corps ont, entre guillemets, signé une sorte de Yalta entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont partagés, littéralement, le gâteau de la haute administration. J'ai pu travailler, moi, assez longuement dans le portuaire, dans le ferroviaire. J'ai vu beaucoup de personnes du corps des ponts. Si vous allez travailler dans le milieu de l'énergie, de l'industrie, vous allez trouver aux plus hautes places des personnes qui sont issues du corps des mines. Si vous allez travailler dans la santé, dans l'éducation, dans d'autres grands pans, dans les finances, dans l'économie, vous allez trouver quasiment exclusivement des membres qui sortent de l'ENA. Voilà, donc il y a une partition qui s'est faite. Alors, elle n'est pas signée sur un papier, mais c'est un équilibre qui s'est construit. Et vous ne pouvez pas, accéder, si vous n'êtes d'aucun de ces corps, vous ne pouvez pas accéder à ces hautes places de l'administration. Ils ont placé un plafond de verre qui est infranchissable, on va dire, sauf si vous avez un réseau tout à fait particulier, des accointances avec des hommes forts ou des personnalités fortes. Donc vous ne pouvez pas franchir ce plafond de verre. Alors ça, c'est vrai pour toute la haute administration française, mais c'est vrai aussi pour toutes les entreprises, par exemple, du CAC 40. Elles aussi les plus hautes places sont occupées par ce type en fait de personnes issues de ces corps d'État, de ces très grands corps d'État, hein. Donc ça c'est C'est ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire des gens alors qui passent du grand corps d'État à l'entreprise du CAC 40, puis de l'entreprise du CAC 40 au grand corps d'État, ou c'est encore autre chose? alors ils restent toujours dans le grand corps d'État, mais à un moment donné ils vont être de la haute administration, occuper un poste très élevé dans la haute administration, et puis à un moment donné ils vont choisir de partir dans le privé. C'est ça qu'on appelle le pantouflage. Et le rétro-pantouflage, c'est quand du privé, ils reviennent ensuite dans la haute administration. Ce qui pose en fait ces allers-retours, pose des vraies questions de déontologie, pose des vraies questions de conflit d'intérêts, évidemment. Quand vous êtes, on en a vu, hein, ministre des Transports par exemple, qui lui est parti ensuite dans le privé, il me semble, dans le conseil d'administration d'une société qu'il avait aidé alors qu'il était auparavant ministre des Transports. Voyez, donc Oui. ça, c'est ce genre de choses que l'on peut voir, effectivement, pantouflage, rétro-pantouflage, pose des vraies questions de déontologie et des vraies questions de conflit d'intérêts. Reste que ce fonctionnement de caste, quand vous êtes à ce niveau de pouvoir, à ce niveau de réseau très puissant, parce qu'ils ont tous un réseau très puissant, ils se connaissent tous entre eux, ils sont sortis des mêmes écoles, ils sont peu nombreux, donc finalement, dans leur réseau se trouvent que des gens qui ont le pouvoir, qui font partie du pouvoir. Ce qui fait que ces gens-là, très vite, ont un fonctionnement, comment dire, autocentré, un fonctionnement qui reste euh, nombriliste et qui devient assez rapidement égoïste puisqu'il reste totalement, comment dire, intéressés par ce qu'il se passe à l'intérieur du grand corps d'État, leur intérêt étant de toujours aller être plus haut et plus, comment dire, plus
plus puissants. Cette caste, finalement, elle est tout à fait comparable hein, dans son fonctionnement à la définition que je donnais au tout début. Elle est refermée sur elle-même, elle est infranchissable. Et ces gens-là ont un état d'esprit au fil des ans qui devient un état d'esprit arrogant, hautain, qui ne qui se déconnecte de la réalité hein, de la population. Et là, c'est un danger immense puisque ces personnes-là sont au pouvoir, donc décident pour la population. Et au fil du temps, elles se déconnectent totalement de la population et de ce que la population peut vivre. Ils vivent dans un entre-soi, en fait, qui est parfois absolument sidérant. Et tout cela, finalement, concourt à ce que euh, ces hommes et ces femmes vivent avec un privilège qui est finalement incroyable dans le monde dans lequel nous vivons, qui est le privilège de l'impunité. Et ça, c'est ce que j'ai observé. Vous avez des individus qui sont au plus haut sommet, en fait, hein, et qui, naturellement, parce qu'ils connaissent les meilleurs réseaux, parce qu'ils connaissent les meilleurs leviers au niveau du pouvoir, vont pouvoir s'entraider les uns les autres dans une devise qui pourrait être un pour tous, tous pour un. Et tout cela concourt à produire une impunité. Alors, j'ai vu, moi, hein, parce que c'est ce que mon livre vise alors c'est un livre traité sous le mode fictionnel, mais tout ce que je raconte dedans, tous les exemples, sont des exemples vus, entendus, observés, constatés avec des preuves. Et donc, il n'y a pas de... On va dire c'est pas romancé. C'est tout à fait exact. Et j'ai vu, moi, des dirigeants, hauts fonctionnaires, euh, comment dire, parce qu'ils sont convaincus, vivant dans cet entre-soi, d'être les plus intelligents, d'être les plus fins, les plus clairvoyants, etc., vivent dans un autisme intellectuel euh, total et de fait conduire l'organisation dont ils ont la charge, en 5 ans par exemple, la conduire à un vrai désastre. Vous voyez, et bien même après ça, ces gens-là ne sont pas remerciés, ils finissent leur mandat tout à fait normalement et sont ensuite placés sur un autre poste d'envergure sans avoir rien à, comment dire, à payer, on va dire, comme on pourrait le faire dans le monde du privé, dans le monde, on va dire, un peu normal, sans privilège. Dans le monde du privé, un dirigeant qui aurait commis le 10e de ce que cette personne avait commis aurait été licenciée avec fracas. Non, celle-ci, après tant de mauvaises décisions, tant de dégradation de l'organisation dont il avait la charge, continuait à vivre sa vie de haut fonctionnaire avec une certaine tranquillité, sachant que il y avait dans les... Alors, ça concerne en fait les ports, et les ports de France, les grands ports de France, et cette personne-là était dans une région, on gérait donc cette organisation dans une région dans laquelle exerçait un ancien Premier ministre de grande envergure, et l'ancien Premier ministre a essayé pendant plusieurs années de bouger, de faire bouger cette personne, de le faire partir. Il n'y est jamais arrivé. Seul le corps, en fait, le corps auquel était rattaché donc ce haut fonctionnaire, à un moment donné, a décidé en fin de mandat de déplacer cette personne et de le replacer sur un autre poste d'envergure. Vous voyez, c'est pour illustrer la puissance absolue et le fait que même un politique de grande envergure ne peut pas agir. Et on voit, alors, c'est pas votre exemple, mais moi, il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est Agnès Buzyn. Il y avait d'autres politiques avant qui m'avaient frappé, mais Agnès Buzyn m'a énormément frappé
Donc c'était la ministre de la Santé au moment de l'arrivée du Covid-19, ministre qui allait nous raconter qu'il n'était pas utile de mettre le masque, qu'il n'était pas utile de filtrer les Chinois à l'entrée de la France, et qui, dès que le Covid est arrivé en France, a démissionné et est parti. Et au lieu d'avoir une punition, elle a été nommée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle avait tout raté en France, la France l'a envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis là, récemment, elle est revenue en France avec un poste supérieur, puisque elle est maintenant au Conseil d'État, il me semble. Je ne sais plus si c'est la Cour des comptes ou le Conseil d'État, mais elle est dans un poste, même chose, très prestigieux, comme son mari d'ailleurs, qui avait déjà eu ce poste quand elle était ministre. Bon, voilà, c'est un peu spécial d'avoir son mari qui est nommé à un poste prestigieux quand soi-même on est ministre, mais bon, peu importe. Et elle n'a eu aucune sanction du fait de n'avoir pas réagi au Covid-19 et du fait d'avoir démissionné en pleine crise, quoi. Il n'y a eu aucune sanction. C'est ce que j'appelle le monde merveilleux du corps, vous voyez. C'est ce que je décris dans mon livre pour montrer à quel point le monde réel que nous vivons tous n'a rien à voir avec ce monde on va dire que j'appelle merveilleux, avec des règles tout à fait particulières. C'est un monde où pile vous gagnez et face vous gagnez. Alors c'est ça un monde merveilleux, vous voyez. Et ils ne peuvent que gagner en fait. Alors des fois, quand vraiment les choses se passent mal pour eux, ils peuvent avoir un léger ralentissement de carrière, mais à la fin, ils arrivent au bout. Ils arrivent aux plus hautes distinctions. C'est une anormalité absolue. Comment c'est possible d'imaginer que des hommes et des femmes qui sont garantis du meilleur, garantis de l'impunité, garantis de ne jamais perdre, puissent fournir le meilleur pour le pays? C'est tout simplement impossible. Quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement psychologique, quand vous êtes installé dans une bulle aussi ouatée que ça, vous ne pouvez pas avoir envie. Rien ne vous pousse à vous dépasser. Rien ne vous pousse à être audacieux, à être courageux. À quoi ça servirait d'être courageux? À quoi ça servirait d'être audacieux? Ça serait un handicap, à mon avis, d'être courageux. Et en Dans plus, ce cadre-là, c'est un handicap. C'est un Ah bah oui. handicap. Donc, on voit bien que ça amollit en fait l'ensemble, et que l'ensemble n'a plus Dieu que pour son intérêt, qui est la caste, le corps. Et cet intérêt-là, il diverge avec l'intérêt du pays. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui est absolument délétère. On est passé d'une idée les grands serviteurs de l'État à une idée les grands serviteurs d'eux-mêmes, en fait, ou de la caste. Oui, On a vraiment basculé vers ça, quoi. Alors c'est effectivement ce qui se passe. C'est, en fait, c'est passer de servir à se servir, hein, et c'est cette transition, à mon sens, elle a eu lieu une quarantaine, cinquantaine d'années, parce qu'il y a eu, après la guerre, un état d'esprit totalement différent, mais c'était des hommes et des femmes qui étaient sélectionnés différemment. Ils étaient sélectionnés, bien sûr, avec une haute aptitude intellectuelle, mais aussi une expérience de vie qui avait montré qu'ils étaient courageux, qu'ils étaient audacieux et qu'ils aimaient leur pays. C'est-à-dire que c'était les deux critères, les deux types de critères fondamentaux, la qualité intellectuelle et aussi ceux que j'ai cités, l'audace, le courage et la foi dans le pays, qui faisaient qu'ils pouvaient rentrer à l'ENA, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste quand un candidat prétend à l'ENA? C'est une aptitude intellectuelle, une aptitude à produire une note, une aptitude à faire des résumés, des synthèses, une aptitude à parler de sujets dont on ne connaît rien. Ça aussi, c'est une grande qualité dans ce milieu-là. Voilà, c'est ça que l'on teste aujourd'hui. Mais en aucun cas, on teste la foi dans le pays, ou en aucun cas, on teste la capacité à un moment donné, quand les choses deviennent difficiles, dures, d'être courageux.
d'être audacieux et d'être en capacité de mener des politiques qui ne soient pas des politiques purement clientélistes ou voilà, etc. Donc, on a perdu ça, ça s'est effiloché au fil du temps, et aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut que constater une chose, et ça tous les Français le constatent, c'est que pan après pan, l'administration se délite, voire s'effondre. On voit s'effondrer la santé, l'hôpital. Moi, j'ai vu s'effondrer la partie ferroviaire. Je vais vous donner un autre exemple extrêmement illustrant. Euh, j'ai travaillé dans le domaine portuaire, dans les grands ports de France. J'étais membre d'un directoire et j'étais aussi président d'une petite société ferroviaire. Bon, c'est dans ces fonctions-là que j'ai côtoyé donc tous ces hommes et ces femmes. Et vous prenez un espace de temps de 20 ans. Vous regardez comment les grands ports de France, enfin tous les ports de France, ont évolué en activité entre 2000 et 2019. Vous remarquez qu'ils ont évolué de 0,25% en activité. C'est pas beaucoup. Mais c'est encore vraiment minime, enfin minime, microscopique quand on compare avec l'augmentation de l'activité commerciale maritime mondiale. Celle-ci a évolué de 100%. Vous imaginez, il y a un ratio de 400 entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'on soit incapable de ne pas venir capter un minimum la manne considérable qui passait le long de nos côtes? Aujourd'hui, les bateaux, quand ils vont en Europe, ils ne s'arrêtent pas beaucoup en France, ils contournent la France, ils rentrent dans le Channel, donc la Manche, ils remontent la Manche, et ils commencent à s'arrêter en Belgique, en Allemagne et en Hollande. C'est là qu'ils déchargent les marchandises, et c'est de là que les marchandises peuvent redescendre en France ou en Italie, par exemple. Est-ce que vous savez quel est le plus grand port français, finalement? Ah non, je sais pas. C'est Anvers. Ouais. Ah bah. C'est Anvers, c'est à Anvers, c'est d'Anvers que viennent effectivement le plus de marchandises en France. Donc c'est quand même très très grave de voir ça. Ça veut dire que on a perdu énormément d'occasions de créer des richesses pour le pays. Les ports sont l'interface entre le commerce maritime mondial et le fonctionnement du pays. C'est là où se joue aussi la balance commerciale de la France. Si vous n'êtes pas capable d'assurer des ports efficients, des ports modernes, des ports qui attirent les marchandises parce que votre pays est solide et dynamique, bien vous avez un pays qui ne va pas progresser. Et c'est ce que l'on a constaté. Par contre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, la progression a été phénoménale. Un port comme Anvers s'est accru de 86%. Le port de Hambourg s'est accru de plus de 100%. Le port de Rotterdam s'est accru de 46%. Ce sont des machines de guerre. Là, j'ai cité 3 ports situés dans 3 pays différents. Ce sont des machines de guerre industrielles qui connectent leur pays à l'ensemble de la planète. Et à partir de là, les marchandises s'éclatent en Europe. Mais Mais nous, on n'a le pas ça. problème Or, excuse-moi, le problème des ports, est-ce que c'est le problème de hauts fonctionnaires qui n'ont pas fait leur travail, ou est-ce que c'est le problème des dockers? Parce que, alors, moi, je n'ai pas vu ça de près, mais je me souviens que toute mon adolescence, quasiment, j'ai entendu le port de Marseille est en grève pour X raisons, le port du Havre est en grève pour X raisons, et qu'en fait, l'impression que j'ai eue, c'est qu'au fur et à mesure des grèves, les bateaux, les containers, etc., ont fini par se diriger vers des ports qui, eux, étaient tout le temps ouverts. C'est-à-dire, je crois que c'est un port en Italie et puis le port d'Anvers. Et qu'ils ont arrêté de faire confiance à Marseille et au Havre parce qu'ils étaient tout simplement pas sûrs d'être déchargés, quoi, parce qu'il pouvait y avoir une grève des syndicats CGT qui tenaient le port. Donc, est-ce que c'est vraiment la faute des hauts fonctionnaires ou est-ce que c'est la faute
deux syndicats, enfin en l'occurrence c'est un syndicat extrêmement puissant qui a bloqué les ports à chaque fois qu'on voulait faire quoi que ce soit. Alors, je ne placerai pas la faute sur l'un ou sur l'autre, seulement je vais vous décrire ce que j'ai vu, et je vais vous décrire en fait la situation. Alors, c'est vrai que le syndicat CGT dans les ports est très fort, mais les ports étrangers ont aussi des syndicats extrêmement puissants. Donc, on va dire qu'il y a une certaine égalité à ce niveau-là entre les ports français et les ports étrangers. Euh, ce que j'ai constaté, moi je vous ai parlé excusez-moi, je vous ai parlé du noyau, en fait, que constitue, là pour le coup, les hauts fonctionnaires issus du corps des ponts. Et puis vous avez un autre noyau qui est le noyau cégétiste, syndicat cégétiste. Et vous avez donc dans les ports, dans le fonctionnement des ports, un monde, dipolaire. Vous avez deux pôles très forts situés aux extrémités. Vous voyez ? Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le pôle CGT, le syndicat CGT, finalement était une sorte de miroir, l'image en miroir de l'autre pôle, qui est le pôle de la haute fonction publique dans ces ports. Finalement, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que je fais un constat, entre 2000 et 2019, les ports ont finalement végété, des centaines de millions, des milliards d'euros ont été investis, ça n'a pas produit de richesse. Reste que les hauts fonctionnaires qui s'occupent des ports sont tous issus du corps des ponts, et ils sont présents du cabinet du ministre jusqu'aux directeurs généraux des grands ports, occupent tous les postes intermédiaires dans la haute administration et aussi occupent tous les postes dans les organes de contrôle. Il y a un organe de contrôle qui est directement relié au ministre. Cet organe de contrôle est quasiment entièrement composé d'hommes et de femmes du corps des ponts. Ce qui se passe, c'est que quand cet organe de contrôle qui est censé contrôler, censé renvoyer un message stratégique vers le ministre pour le conseiller et lui donner une orientation, eh bien vous avez des auditeurs et des audités qui sont des pairs, qui sont des gens qui sont un jour l'auditeur est à la place de l'auditeur, l'audité est à la place de l'audité, et puis peut-être que 2 ans plus tard, c'est le contraire qui va se passer. Et là, psychologiquement, ces gens rentrent dans une sorte de fonctionnement prudent, où ils ne vont effectivement être pas sévères sur ce qu'ils peuvent voir, et ils vont s'habituer à une sorte de fonctionnement moyen, médiocre, qui finalement, au fil du temps, devient la norme. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu des dirigeants qui ne passaient pas la frontière du pays pour aller voir comment ça pouvait se passer ailleurs. Et pourtant, je vous dis, moi j'y suis allé, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai pris une gifle immédiatement de voir la puissance, mais la puissance industrielle, à quel point ces ports étrangers sont pensés pour être des outils économiques ultra puissants pour leur pays, au service de leur pays. Aujourd'hui, en France, on ne regarde pas les ports comme ça, et ça conduit à diminuer tout l'intérêt du fret ferroviaire, à faire en sorte que, moi j'ai rencontré des hommes de l'ENA qui m'expliquaient que le fret ferroviaire, il fallait l'arrêter, et que si on l'arrêtait, on allait démanteler les voies, et donc finalement, on a observé depuis ces dernières années une perte dramatique de la maintenance et des réparations de voies, ce qui fait que le réseau est dans un état calamiteux. De fait, les trains circulent beaucoup moins bien, et à la fin, le fret ferroviaire n'est plus du tout compétitif. Ce qui fait que c'est dramatique pour les ports, c'est dramatique pour les infrastructures françaises, et c'est dramatique aussi pour toute la lutte
euh, contre dans la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Bref, c'est du tout faux de A à Z. Et pendant ce temps-là, tous les emplois que l'on aurait pu créer en France avec des ports qui fonctionneraient très bien, parce qu'on a une côte maritime extraordinaire. Extraordinaire. On en a même deux extraordinaires. Eh bien, tous les emplois que l'on aurait pu créer, des centaines de milliers, des richesses en valeur ajoutée considérable, eh bien, tout ça est parti en Belgique, en Hollande et en Allemagne. Et alors, Alors ça, on n'en alors parle on pas, a, effectivement. oui, on en parle. Mais on a compris l'idée. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de travailler pour le pays, on a des corps qui travaillent pour eux-mêmes. Le corps des ponts, il y a les ponts, il y a l'ENA, et le troisième, c'est quoi déjà? Polytechnique, Les mines. Les mines. les Alors mines. je veux Et pas généraliser, hein. Il y a évidemment des individualités de très très bon niveau dans ces trois corps, hein. Tout le monde n'est pas monobloc, monocouleur. Mais on constate qu'il y a une grosse majorité qui fonctionne comme ça. Et à la tête de chacun de ces corps, il y a une personne qui est une personne qu'on connaît ou qui est. Non, non, C'est Emmanuel non, Macron pour les énarques ou c'est non, non, quelqu'un non, non. qu'on ne verra jamais? Non, non, c'est D'accord. quelqu'un qui a une puissance de réseau, et qui connaît, oui, qui connaît tous les hommes de pouvoir, qui va placer, c'est-à-dire que si vous êtes, bah, demain, vous êtes Droma Economy, rentre au 440 et vous avez besoin d'un super directeur opérationnel de très haut niveau, bah, vous allez peut-être passer un coup de fil à une de ces personnes-là pour dire, bah, moi j'aimerais un gars de très bon niveau, est-ce que tu pourrais m'en envoyer un? D'accord. Oui, donc Et il donc, va gérer la carrière de il va gérer la carrière de ses poulains, ce qui va lui permettre bah, d'avoir derrière c'est des gens effectivement qui un vont prendre les syndicat, balles. c'est un syndicat qui est financé pour ça, pour gérer la carrière de ces gens, sachant que l'objectif, c'est comment dire, l'optimum en puissance du groupe. Et est-ce que cette personne-là, qui donc est extrêmement puissante, est-ce qu'elle le fait pour un enrichissement personnel? C'est-à-dire que, est-ce que, grosso modo, elle va, comme elle place elle-même les personnes dans le CAC 40 ou à la tête de l'État, elle place les gens les plus puissants. Est-ce qu'elle le fait pour un enrichissement personnel, pour gagner elle-même beaucoup d'argent, détourner de l'argent, je ne sais pas? Ou est-ce que c'est pas ça, c'est juste un entre-soi? Ah, moi, j'ai pas vu, hein, à aucun moment, j'ai pu voir une suspicion de volonté d'enrichissement personnel. Moi, j'ai pas du tout vu ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est alors bon, ces personnes-là, hein, à la tête des corps, je les connais pas, je les ai jamais vus. Mais ce que je veux dire, moi, j'ai pas vu du tout parmi les personnes que j'ai côtoyées la moindre volonté d'enrichissement personnel. Par contre, une envie de carrière évidente. Ils sont, ils sont bercés par ça. Moi, je sais, j'ai fait une grande école, j'ai fait Centrale Supélec, et je sais que déjà, dans ce genre d'école d'ingénieurs, on nous explique qu'on est les meilleurs, que l'industrie va se mettre à genoux devant nous pour qu'on rentre dans leur société, etc. Ben, imaginez quelque chose qui est 10 fois, 100 fois plus que ça. Dans le corps, là, vous êtes comment dire, considéré comme la supra-élite, quoi. C'est-à-dire que vous êtes les gens que le pays attend pour être sauvés, pour être dirigés, etc. Ces gens sont destinés à occuper vraiment des places de grands dirigeants, vous voyez. Donc, et ils sont construits pour être surconfiants, avoir la garantie intérieure d'être les meilleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens, j'ai pu discuter avec eux, ils savent. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, vous pouvez avoir raison, non, ils savent. Et Mmh. donc, ça conduit à des entêtements, ça conduit à des catastrophes industrielles. Certains vont s'entêter, s'obstiner, avoir des comportements presque butés, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison.
Et on l'a vu, il y a eu des catastrophes industrielles du fait de dirigeants sortis de ces corps-là, et que ça aboutisse à des choses dramatiques. Des choses dramatiques. Mais non, pas d'enrichissement personnel, j'ai pas vu ça. De la haute administration, j'ai pas vu ça. D'accord, très bien. Bon, bah, au moins, c'est déjà une bonne chose s'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais pour les personnes, vous disiez, il y a des gens bien là-dedans, mais ils restent pas. Enfin, techniquement, vous êtes, vous faites partie d'un grand corps, mais vous êtes quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie de bouger, qui a envie de sauver la France, entre guillemets, en tout cas, sauver son port déjà, ou sauver je sais pas quoi. Quand vous voyez toute la lourdeur derrière et tous vos collègues qui doivent venir vous voir en disant attends, chez nous, pas de vagues. Chez nous, c'est faut que les choses soient lisses, propres pour avoir une bonne carrière. Vous restez pas, c'est pas possible. Non, il Il reste doit y pas. avoir... bah, c'est ça, ils doivent tous partir. Mais moi, C'est pas tenable. j'en ai connu deux qui étaient vraiment exceptionnels. Non, ils sont pas restés. Et puis les systèmes les poussent à leur faire comprendre ben, que c'est pas le lieu dans lequel ils s'épanouiront. Vous voyez? Donc, ben, ils sont partis dans le privé, les deux, dans des très très belles sociétés, et ils font une très belle carrière. Euh, pour réussir, moi ce que j'ai remarqué, pour réussir dans ce milieu de la haute fonction publique, c'est-à-dire grossièrement les meilleurs sont les meilleurs manipulateurs, sont les meilleurs capables de vous dire des mensonges énormes avec le sourire, une facilité de conviction qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai vu passer des projets qui se voyaient comme le nez au milieu de la figure, que c'était une aberration. Eh bien, tout un conseil de surveillance signé comme un seul homme que le projet était magnifique et qu'il fallait absolument engager les dizaines de millions, voire les centaines de millions. C'est très impressionnant de voir ça, vous voyez, parce que ça veut dire aussi que ces gens-là finissent par avoir une telle aura chez beaucoup, ou finissent par faire croire qu'ils sont tellement puissants que personne vient les contredire. Personne vient rentrer dans les détails de ce qu'ils présentent pour essayer de trouver là où il y a des erreurs, là où il y a comment dire, des oublis ou des raccourcis qui sont tout à fait presque de l'escroquerie, vous voyez, intellectuelle. Et, euh, et donc, il donne l'impression aux autres qui sont tellement puissants, qu'ils ont une certaine science infuse. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, finalement, ne jamais leur poser de questions qui pourraient fâcher, alors que je savais, étant à côté et ayant participé aux réflexions préalables, il y avait d'énormes trous dans ce qui était présenté. Ça explique beaucoup de problèmes que l'on a sur les dépenses publiques depuis de nombreuses années, où tout le monde voit que dans certains domaines, on va droit dans le mur, mais où on continue à y aller contre toute attente. Ça explique aussi certains ministres, je ne veux pas faire d'attaque ad nominem maintenant, j'en ai déjà attaqué un tout à l'heure, je ne vais pas recommencer, mais qui sont capables le matin de vous dire quelque chose et le lendemain de vous, voire même l'après-midi même, de raconter l'inverse complet de ce qu'ils ont dit le matin, quoi. Uniquement comme ça, Oui, avec une grande alors, facilité, avec alors ça, moi, une immense facilité, hein, c'est impressionnant. c'est désarmant, c'est absolument désarmant. Et moi, j'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que quand vous êtes tous les jours de votre vie dans un univers où vous êtes dans l'impunité, où vous travaillez avant tout pour le corps plutôt que pour l'État, quand vous êtes dans un univers où il y a il y a plus d'envie de se dépasser, il se produit une sorte d'avachissement intérieur, culturel, de solidité, on va dire, de solidité intellectuelle. Et donc, effectivement, ce que vous dites, je l'ai observé aussi, c'est l'absence de conviction.
C'est quelque chose qui est tout à fait troublant. Moi, j'ai trouvé des gens qui n'ont pas de conviction, qui ne cherchent pas à en avoir, parce que ne pas chercher à en avoir et ne pas en avoir, c'est une des très grandes qualités. Ça s'appelle la souplesse. Alors, ça s'appelle la souplesse chez eux. Ça permet effectivement de dire, hier, on ferme les centrales nucléaires, et demain, on en construit 10. Vous voyez? Et c'est les mêmes. Mais quand on arrive à faire ce genre de, de saut, de salto ultra souple, euh, c'est extrêmement dangereux pour un pays. Comment est-ce qu'il peut être conduit correctement euh, dans un contexte international extrêmement mouvant, complexe, etc. Donc ce manque de conviction conduit à une absence de vision et une absence de sens stratégique. Vous voyez, ce qui est affolant, c'est de voir que, par exemple, des directeurs généraux de ports ne vont pas construire eux-mêmes leur stratégie. Ils la confient à un cabinet de consultants à qui ils donnent 3 semaines ou un mois pour faire une proposition, qui revient avec des slides, et puis qui a écrit une stratégie pour le port, et le directeur général ensuite, comment dire, il, euh, il prend, comment dire, il prend pour lui cette stratégie qu'il n'a pas construite lui-même, il la prend pour lui, et elle devient cette stratégie pour 5 ans. Mais il ne l'a pas construite lui-même. Parce que moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas capables de construire de la stratégie. Mais quand on est à ce Est-ce que ça niveau-là, lui permet pas aussi de pouvoir, est-ce que ça lui permet pas aussi de pouvoir dire après, bon, on s'est planté, mais c'est pas ma faute, c'est McKinsey. J'avais l'étude McKinsey qui me montrait qu'il fallait absolument diriger le port vers des péniches. Ça a raté, mais j'y peux rien. C'est McKinsey. Non, c'est pas aussi un non, moyen de pas non, mettre son non, doigt parce quelque que, part. non, parce que une fois qu'il reçoit le rapport, comment dire, il en prend la responsabilité. Il, la, D'accord. il le fait sien. Et il fait sienne la stratégie qui est présentée. Par contre, moi, ce qui me pose vraiment question, c'est que à ce niveau-là, on ne soit pas capable de construire une stratégie. Vous savez, au niveau français, il n'y avait pas de stratégie pour les grands ports français jusqu'à il y a 10 ans. Il n'y avait pas de stratégie. C'est-à-dire que chaque port pouvait avancer sans stratégie. Et aujourd'hui, donc c'est demandé par la loi depuis la réforme portuaire de 2010, chaque port doit construire une stratégie. Mais plusieurs directeurs généraux ne savent pas faire de stratégie. Par contre, ils savent. Moi, il y en a un une fois qui m'a dit, moi, mon métier, c'est de vous manipuler. Vous voyez. Donc c'est une autre façon de concevoir son métier. Ah oui, c'est tout à fait Euh, normal. c'est c'est ça qui est dramatique, vous voyez. Quand vous avez aussi un directeur général qui est directeur général d'un grand port international, bien sûr, il fait partie du corps dont il faut faire partie, et qui ne sait pas dire un mot d'anglais, qui ne sait pas dire une phrase d'anglais, et qui va recevoir des clients venant de partout dans le monde, ben, il ne sait pas lui parler, il ne peut pas lui parler. Ouais, C'est, d'accord. Et- c'est fou de voir ça, vous voyez, mais on considère ça comme normal. Je suis allé à Munich, au grand salon de la logistique européenne. C'est vraiment un salon exceptionnel, très très grand, d'une organisation magnifique comme les Allemands savent faire. Et je suis arrivé sur un stand d'un des plus grands logisticiens euh, allemands, je crois. Et le stand était très impressionnant. Alors déjà, il était très beau. Il était très impressionnant parce que était présentée une carte lumineuse, une immense carte lumineuse de l'Europe, dans laquelle on voyait toutes les implantations, toutes les agences en fait de ce grand groupe. Et on voyait qu'il y avait des agences dans tous les pays d'Europe, sauf dans un seul pays. Dans un seul pays, il n'y avait aucune agence de ce groupe-là. Et bien, c'était Ah la oui. France. C'était un trou noir dans cette grande carte lumineuse. Et j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi et le directeur me répond, mais non, parce que nous, on ne veut plus avoir affaire à la haute fonction publique française. Donc on ne vient plus en Ah oui, à France. ce point-là.
À Ah ce oui. point-là, oui. Oui. Ça, c'est une Mais du coup, expérience quelle est... personnelle, ça, oui. Ah oui. Mais alors du coup, quelle est la solution? Parce que ces grands corps, ils ont été créés parce qu'on avait besoin, malgré tout, de gens intelligents, de gens formés pour tenir l'État. C'est-à-dire que on a créé l'ENA parce qu'on a besoin d'une administration solide, parce qu'un pays comme la France, ça se gère pas comme Malte, quoi. Il y a quand même 70 millions de personnes, il y a un PIB qui est gigantesque, donc c'est pas évident à tenir, quoi. Du coup, et si ces grands corps ont fini par pourrir, finalement, quelle est la solution? Comment fait-on derrière pour de nouveau avoir un État qui fonctionne? Et est-ce qu'il y a une Alors, solution? Est-ce qu'il ne faudrait effectivement, tout simplement retourner à la table, hein, et puis dire hop, vous avez raison, il nous faut des gens, mais c'est évident, un pays qui veut être puissant sur la scène internationale, il a besoin d'une véritable intelligence à sa tête, qui soit présente dans tous les rouages de l'administration pour tenir à la fois ce qui est régalien et tenir ce qui est économie, ce qui est commerce, etc. Donc il nous faut des gens profondément capables de gérer la complexité, donc avoir une aptitude intellectuelle très forte. Euh, et ces gens-là sont là pour aider à gouverner nos politiques, ces politiques que nous choisissons. Euh, alors, ce qu'on observe, c'est que l'articulation entre le politique et la haute fonction publique est une articulation qui est loin d'être simple. C'est pas le politique dit à l'administration mettez ça en œuvre et il peut dormir sur ses deux oreilles. Les choses sont mises en œuvre très rapidement. C'est pas comme ça que ça se passe. La haute administration est très fière de son pouvoir, très fière de pouvoir aussi ralentir, ne pas faire, emmêler, etc., s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ce que le politique lui demande. Le 27 décembre 2022, je ne sais pas si vous avez vu cette circulaire d'Elisabeth Borne, qui précise sur un ton très sévère à l'ensemble de la haute administration française que ne pas appliquer rapidement les décrets gouvernementaux revenait à, à avoir une attitude dédaigneuse et de mépris pour la population française. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'il se passe bien quelque chose dans cette articulation qui fonctionne pas bien. Et donc, elle qui était auparavant haute fonctionnaire, est passée ministre, première ministre, et donc se plaint finalement du fonctionnement de la haute administration qui peut ralentir ou qui peut ne pas aller à la vitesse à laquelle le politique lui demande. Donc cette articulation est fondamentale. On a besoin d'une articulation de très haut niveau, avec des gens de très haut niveau, mais qui ont aussi, comme je le disais tout à l'heure, une vraie expérience de vie pour pouvoir percevoir beaucoup mieux la population. Emmanuel Macron, le 29 avril 2019, a présenté quelque chose de très intéressant. Et j'ai découvert ça il y a quelques jours, et finalement ça m'a beaucoup intéressé parce que il, euh, il, euh, il décrit, enfin, ou c'est plutôt moi qui décris, mais euh, dans mon livre, je décris quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qu'il précise en termes de solutions et de dysfonctionnement dans la haute administration française. Il dit quoi? Il dit on ne peut plus avoir un mode de fonctionnement avec des grands corps d'État. Il faut mettre fin à ce mode de fonctionnement. Pourquoi, à cette époque-là, il commence à dire ça? Parce qu'il y a eu les Gilets jaunes quelques mois auparavant. Et donc lui, il a compris. Ces gens-là qui sont placés là où ils sont, tout en haut, ils ont compris que leur mode de fonctionnement avait produit dans la population un véritable désarroi, une véritable colère. Donc il a fait le lien entre cette colère que le pays, enfin, dont le pays s'est enflammé, et le comportement de la haute fonction publique, et plus précisément le comportement des grands corps d'État. Donc lui réagit en disant on va mettre fin aux grands corps d'État. Ça, c'était le 25 avril, oui, c'est ça, je crois que c'est le 25 avril 2019. Il dit il faut mettre fin aux grands corps d'État. On ne peut plus recruter comme on a pu recruter ces dernières décennies.
c'est pas bénéfique pour le pays, et ça ne crée pas, comment dire, la richesse intellectuelle nécessaire pour le pays, pour lui permettre d'être, comment dire, rayonnant sur la scène internationale et solide à l'intérieur. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce mode de fonctionnement s'oppose à avoir une véritable filière d'excellence dans le pays. Donc, il faut casser le corporatisme, casser les corps et ouvrir la haute fonction publique au monde académique, l'ouvrir à la recherche, l'ouvrir à l'international, pour s'ouvrir l'esprit et devenir en phase avec le monde. Et ça, son discours, moi je l'ai trouvé très bien. Alors, comme souvent, il fait des beaux discours Oui. et puis ça reste à l'intérieur des mots. On verra si s'il va effectivement aller jusqu'au bout. Bon, il a dissous l'ENA. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? J'en suis pas certain, parce que le problème, ce n'est pas l'école, c'est ce qui se passe après, c'est le corporatisme, c'est ce qui se passe après, ce qui fait que ces gens se regroupent entre eux et sont dans ce tous pour un pour tous. Et il dit aussi, et ça m'a tout à fait intéressé, parce que c'est ce que c'est ma thèse en fait dans ce livre, le candidat à la haute fonction publique doit être mis à l'épreuve. On ne peut pas être haut fonctionnaire quand on sort tout juste de l'école. Ça n'a aucun sens. On n'a aucune expérience de vie, on n'a rien vécu de fort. Et on peut imaginer à ce moment-là une autre fonction publique qui soit tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on puisse devenir haut fonctionnaire, non pas à vie. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron, c'est-à-dire ces emplois à vie, ça suffit. Cette impunité totale, ça suffit. Il le dit comme ça. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est à ce niveau-là, qui a vu tout ça totalement de l'intérieur, dans un des plus grands corps, le plus prestigieux qui soit, l'inspection des finances, il dit ça suffit. Ça suffit parce que ça ne produit pas des gens finalement intelligents. Parce que l'intelligence, c'est pas l'aptitude intellectuelle. Il y a une escroquerie en fait en France, je pense, depuis plusieurs décennies, où on a installé la croyance que je suis fort à un concours, je suis intelligent. Oui. L'intelligence, ce n'est pas l'aptitude intellectuelle. L'intelligence, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Et on prend les bonnes décisions quand on est à la fois effectivement capable de gérer la complexité, donc avoir une aptitude intellectuelle, mais quand on sent le monde, quand on a une expérience du monde, c'est ça qui rend la personne intelligente. Voyez. Et donc cette escroquerie qui s'est répandue en France par l'intermédiaire des corps, par l'intermédiaire des grandes écoles, fait qu'aujourd'hui on a réduit l'intelligence à l'aptitude intellectuelle. Et donc pour ces gens-là, pour ces hauts fonctionnaires, moi j'en ai rencontré qui sont effectivement issus du corps des ponts ou de l'ENA par exemple. Et moi, je me rappelle d'une discussion tout à fait anodine avec l'un où je lui parlais d'un livre que j'avais lu, et je lui demandais s'il en avait entendu parler, et il me répond: oh, moi, tu sais, je suis que BD. Et je me suis rendu compte après que tout son prisme de lecture du monde passait par les aventures d'Astérix et d'Obélix. Ah oui, Alors c'est c'est bien, déchet. non, mais c'est très bien Astérix et Obélix, hein. Mais quand Ouais. on est à la tête, bah, on attend un peu plus large, un peu plus complexe. Ces gens-là ne peuvent pas être en capacité de diriger correctement. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est cette différence entre l'intelligence et l'aptitude intellectuelle, c'est absolument fondamental. On peut être très apte intellectuellement et avoir aucun bon sens. Par contre, quand on est intelligent, on a du bon sens. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand la population, quand elle se soulève, bah, c'est qu'elle constate qu'il y a une absence de bon sens totale dans les décisions qui sont prises et dans ce qu'on lui demande d'appliquer, de subir et de vivre. Si c'était du bon sens, tout le monde s'y plierait, mais c'est pas le cas. Donc on voit bien là le travers entre une caste de très haut niveau, entre guillemets, qui a perdu du bon sens parce qu'elle a perdu la foi dans son pays, parce qu'elle a perdu un rayonnement intellectuel, qui va produire des décisions qui sont totalement décalées avec ce qui serait bon pour la population.
Or, le contrat social, il repose sur la confiance entre la population et son élite. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de contrat social. Et là, on rentre dans une zone inconnue. On rentre dans Ouais. une zone très dangereuse, très très dangereuse. Alors, moi, mon avis, c'est renverser la table, c'est aller encore vers pire, parce qu'une fois, quand on renverse la table, on ne sait jamais qui la relève. Et en général, ceux qui la relèvent, la table, ce ne sont pas ceux qui l'ont renversée, vous voyez. Donc ce sont les plus malins qui connaissent parfaitement les rouages du système, qui savent comment récupérer le système, manipuler, etc., etc. Donc il faut être très très méfiant par rapport aux, comment dire, aux idées ou aux fantasmes de révolution violente. Bon, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce genre de choses, évidemment. Par contre, un véritable changement de la formation de ces gens pour leur donner un véritable squelette moral, squelette intellectuel, culturel, solide, qui leur permette d'appréhender justement et de s'ajuster au monde, c'est ça qu'il nous faut. La France est un pays très riche, pays remarquable, mais s'il est on sent bien tous que les choses se délitent, parce que ces décisions ne sont pas intelligentes. Voilà, je le résumerai comme ça. Et ce qui est absolument pervers aussi dans ce système, c'est que cette caste d'État, elle produit des décisions qui ne vont pas s'appliquer à elle. Quand on vit dans l'impunité, on risque rien. On risque absolument rien pour son emploi, on risque rien pour son niveau de vie. Encore une fois, on ne peut que gagner. Et donc, elle produit des décisions pour des gens qui, eux, sont dans le risque tous les jours, qui, eux, peuvent perdre leur emploi, perdre dramatiquement leur niveau de vie, etc. C'est impensable comment dire, d'imaginer qu'une démocratie puisse durer avec avec une caste qui n'est absolument pas impactée par les décisions qu'elle prend. Eh bien, Paul-Antoine Martin, merci pour cette interview. Je rappelle le nom de votre livre, Le Clan des Seigneurs, qui est aux éditions Max Milo. Donc, je mets un lien dans la description si les auditeurs veulent aller le voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous Merci. d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.